Bonsoir mes amis, ce soir on plonge dans un rêve, mais pas n'importe quel rêve. Un rêve qui sauve une vie. Un rêve qui fait basculer un homme du désespoir le plus absolu à une révélation marquante. C'est ce que Fiodor Dostoïevski nous raconte dans Le rêve d'un homme ridicule. Un récit court, mais passionnant et intense, où la frontière entre réel et illusion s'efface, pour laisser place à une question. Peut-on renaître après avoir touché le fond? Dans cette vidéo, on évoquera brièvement le contexte dans lequel Dostoïevski écrit cette nouvelle, puis on racontera ce rêve fascinant, un rêve qui pourrait parler à chacun de nous, et pour finir, on tentera de percer le sens caché de ce rêve pour comprendre ce que Dostoïevski veut nous dire sur l'âme humaine, sur la culpabilité et sur l'espoir. Je vous rappelle aussi qu'on avait déjà parlé d'un autre grand roman de Dostoïevski sur la chaîne, L'Idiot, dans une vidéo en duo avec Laurent. Je vous mets le lien dans la description ci-dessous si vous souhaitez le découvrir. Fiodor Mikhailovitch Dostoïevski naît en 1821 à Moscou et meurt en 1881 à Saint-Pétersbourg. Il est l'un des plus grands écrivains russes du XIXe siècle, connu pour ses romans monumentaux comme Crime et Châtiment, Les Frères Karamazov, L'Idiot et bien d'autres. Sa plume a su sonder les profondeurs les plus sombres et aussi les plus belles de l'âme humaine. Son écriture a donné naissance à des œuvres d'un réalisme psychologique presque inégalé. En fait, dans ses écrits, Dostoïevski pousse à l'extrême le fonctionnement de l'âme humaine, pour explorer et pour éclairer ses moindres recoins. On parle même d'introspection radicale, une expression qui trouve tout son sens dans les monologues intérieurs de ces personnages tourmentés, où la conscience de soi est poussée jusqu'au paroxysme. Ces romans traitent de thèmes universels, la culpabilité, la folie, le suicide, la foi, la rédemption. Autant de questions qui hantent ces personnages et qui, encore aujourd'hui, résonnent en nous. Le rêve d'un homme ridicule fait partie des derniers ouvrages que Dostoïevski a écrits. Publié en 1877, ce récit s'inscrit dans une période où l'auteur est particulièrement habité par de grandes questions morales et spirituelles de son temps, après avoir lui-même traversé de lourdes épreuves. On en a déjà parlé dans cette série de vidéos. La déportation en Sibérie, la maladie, je pense aux crises d'épilepsie, mais aussi les deuils familiaux, l'addiction au jeu, les dettes, autant de souffrances qui ont marqué son écriture. Et dans cette courte nouvelle, Dostoïevski aborde notamment le thème du péché originel, de la chute de l'innocence et de la quête d'un monde parfait, un monde qui, dans le rêve, finit par sombrer. Le protagoniste du rêve d'un homme ridicule est un narrateur anonyme, présenté au début comme un homme déçu de la vie. Il se qualifie lui-même de ridicule aux yeux des autres. Il affirme que tout lui est devenu égal, qu'il n'éprouve plus aucun intérêt ni plaisir à rien. Il est plongé dans une indifférence totale. Persuadé que la vie n'a plus de sens, il décide de se suicider. Lors d'une nuit froide, armé d'un revolver, il descend dans la rue. C'est alors qu'il croise une petite fille en détresse. Sa robe est trempée, elle a faim et elle le supplie d'aider sa maman. Mais le narrateur, plongé dans son détachement, refuse d'intervenir et lui tourne le dos. Quelques instants plus tard, alors qu'il rentre chez lui, décidé à mettre fin à ses jours, une étrange agitation s'empare de lui.
il est comme troublé. Pourquoi n'a-t-il pas secouru la fillette alors qu'il prétend ne rien ressentir? Cette culpabilité inattendue le ronge, l'empêchant de passer à l'acte. Finalement, épuisé, il s'effondre sur son lit et sombre dans un sommeil profond. Un sommeil habité par un rêve extraordinaire. Dans son rêve, le narrateur est entraîné par une force mystérieuse dans un voyage cosmique. Il se retrouve projeté sur une planète semblable à la Terre, mais une Terre pure, préservée, sans trace de corruption, où tout est en harmonie. Sur cette planète, la science et la technologie n'existent pas. Ici, l'humain n'a pas besoin d'inventer, car sa vie est déjà parfaitement équilibrée. Tous les habitants sont d'une bonté et d'une innocence absolue. Ils vivent en paix, en parfaite harmonie avec la nature. Les animaux et les hommes cohabitent sans violence, et chacun communique par une compréhension instinctive, comme télépathique, qui permettrait même de parler aux étoiles et aux plantes. Le ciel est pur. L'atmosphère baigne ces êtres quasi divins dans une lumière douce, dans une lumière d'or et de compassion. Le narrateur, émerveillé, se trouve au paradis. Tout y est amour, tout y est respect, tout y est connaissance intuitive de ce qu'il faut faire. Dans ce monde édénique, il est accueilli avec une bienveillance naturelle, comme un hôte parmi eux. Les habitants semblent savoir d'instinct comment vivre en harmonie. Ils savent comment ils doivent vivre, et ça sans science ni savoir appris. Convaincu d'avoir quelque chose à leur apporter, le narrateur commence à partager ce qu'il sait. Il parle de la science qu'il connaît, du progrès, puis introduit des notions de vérité, de bien et de mal, telles qu'il les comprend. Mais peu à peu, ce savoir terrestre, qu'il pensait éclairant, va produire l'effet inverse sur cette planète. Il va semer le doute, la discorde et le mal. Ce monde parfait, jusque-là pur et ignorant l'idée même du mal, découvre peu à peu la discorde. Les habitants commencent à débattre, à douter, à ressentir l'envie et la jalousie, là où auparavant régnait une parfaite quiétude. Les habitants réalisent qu'il existe quelque chose qu'ils ne soupçonnaient même pas auparavant, la possibilité du mal. Et ça a suffi à briser leur harmonie. Finalement, ce rêve bascule dans le tragique. Face à la dégradation du monde parfait qu'il avait émerveillé, le narrateur, accablé de culpabilité, supplie les habitants de le punir. Il leur demande de le châtier, convaincu que son sacrifice pourrait réparer le mal qu'il a causé et ramener l'innocence perdue. Mais les habitants, troublés par ce discours étrange, le menacent de l'interner comme un fou, s'il continue à parler d'idéal. Puis le rêve prend fin. À son réveil, le narrateur est métamorphosé. Ce rêve a bouleversé sa vision du monde. Il comprend désormais que l'humanité n'est pas foncièrement mauvaise, mais qu'elle a simplement perdu son innocence qu'il croit encore possible de retrouver. De désespéré, il devient un homme habité par une mission. Malgré son statut de fou aux yeux des autres, il se met à prêcher sans relâche sa vision d'un monde meilleur, convaincu d'avoir un message essentiel à transmettre.
Sa seule consigne, entendue ou non, est simple. Apprendre à s'aimer les uns les autres. Il est moqué pour ses propos ridicules, mais il persévère, convaincu que, même si le paradis semble inaccessible ici-bas, garder espoir et prêcher l'amour reste essentiel. Le rêve du narrateur peut être interprété sous divers angles psychologiques et philosophiques. Pour ma part, j'en vois trois, et qui rappellent plusieurs théories. On y voit un conflit inconscient, des archétypes universels et une quête de sens. Sigmund Freud considérait le rêve comme la voie royale vers l'inconscient. Nos rêves exprimeraient, sous une forme déguisée, nos conflits et nos désirs profonds. Dans cette optique, le rêve du narrateur serait une représentation symbolique de son conflit intérieur. Je vous propose maintenant de développer cette idée. Le conflit intérieur du narrateur serait le suivant. Au début, il est plongé dans une indifférence totale, convaincu que rien n'a de sens, que la vie est vide. Mais quand il croise la fillette en détresse, quelque chose se réveille en lui. Une culpabilité soudaine, une remise en question de son détachement. Ce conflit entre le désespoir nihiliste qui le pousse au suicide et la culpabilité émergente qui l'empêche de passer à l'acte trouve sa représentation symbolique dans le rêve. Et oui, le rêve devient une mise en scène symbolique de son conflit psychique. Pourquoi ? Le narrateur découvre un monde parfait où règne la pureté et l'innocence, ce à quoi son cœur aspire encore, peut-être, au fond. Mais il finit par corrompre ce monde en y apportant le mal, un peu comme certaines idées qui l'ont corrompu dans la vie réelle. Cette corruption du monde idyllique dans le rêve devient finalement le miroir symbolique de la perte d'innocence du sujet. Une chute morale qu'il subissait, sans vraiment l'admettre. En d'autres termes, le rêve représente son conflit intérieur. Mais il va plus loin. À son réveil, le rêve le pousse à une prise de conscience. L'innocence est perdue, mais peut-être pas irrémédiablement, et il a encore un rôle actif à jouer en prêchant le retour à l'innocence. Et c'est ce qu'il va faire dès son réveil. D'un côté, au début de la nouvelle, le narrateur est animé par une pulsion de mort, une pulsion suicidaire dans la vie réelle, et symbolisée par le déclin d'une humanité entière dans le rêve. Mais d'un autre côté, il ressent subitement une culpabilité et un désir de rédemption. La culpabilité de n'avoir rien fait pour la fillette dans la vie réelle est symbolisée par sa demande de punition dans le rêve. Son inconscient a finalement élaboré un scénario onirique qui l'aide à dépasser ce conflit. À son réveil, il est convaincu qu'il faut garder espoir, qu'il faut prêcher l'amour. On peut donc dire que son suicide raté devient un voyage initiatique onirique qui va transformer son existence. Le rêve devient donc le lieu d'un basculement intérieur. Le nihilisme qui le poussait au suicide laisse place à une mission de rédemption. Carl Gustav Jung voyait dans les rêves le reflet de l'inconscient collectif, peuplé d'archétypes, c'est-à-dire ces schémas et symboles universels
qui sont présents dans les mythes et les religions. Et quand on regarde le rêve du narrateur à travers ce prisme, plusieurs archétypes apparaissent clairement. Le monde parfait et sa chute incarnent le mythe biblique du Jardin d'Éden, un archétype universel du péché originel et de la quête de rédemption. La force mystérieuse qui guide le protagoniste peut être vue comme un guide mystique, une figure archétypale qui le conduit vers les profondeurs de son inconscient. Et en implorant d'être châtié, le narrateur adopte la posture du martyr rédempteur. Un archétype christique qui incarne l'idée de rédemption par la souffrance. Et donc, le rêve contient des images symboliques. L'innocence perdue, la purification par le sacrifice, qui correspondent à des motifs d'archétypes. Jung insiste sur le fait que ces archétypes se manifestent souvent dans les rêves sous forme de symboles puissants, presque mythiques. Le récit onirique agit donc ici comme un mythe intérieur qui aide le narrateur, d'une part à intégrer sa part d'ombre, je veux dire cette indifférence qu'il refoule mais qui au fond le ronge, et d'autre part à retrouver un nouvel équilibre psychique. À son réveil, il prend conscience de sa mission humaine, comme s'il venait de s'éveiller à une vérité intérieure. Ce texte porte aussi une forte résonance existentialiste. Je veux dire par là qu'au début, le narrateur vit dans un désespoir nihiliste. Il affirme que tout lui est égal, qu'aucune action n'a de sens. Il est confronté à l'absurdité de l'existence. Le rêve sert alors de prise de conscience existentielle. Je veux dire qu'en découvrant un sens possible, l'amour universel, dans son rêve et dans un autre univers, il retrouve finalement espoir dans la vie réelle, en choisissant de donner ce même sens à son existence. Sa transformation rappelle l'idée que, face à l'absurdité, l'homme peut choisir de créer du sens par ses propres actions. Même si le monde réel reste décevant, le rêve lui enseigne qu'il vaut la peine de croire en une valeur supérieure. Et cette histoire montre que c'est à nous de définir le sens de notre vie. Et là, je fais un lien avec la phénoménologie de l'esprit de Hegel, qu'on a étudié sur cette chaîne. En parcourant le voyage de la conscience vers ce que Hegel nomme la vérité absolue, on a vu que la conscience a un rôle actif dans le développement du réel. Et donc, le réel n'est pas une fatalité implacable sur laquelle il serait impossible d'agir. Hegel montre que nous avons le pouvoir d'agir sur le monde, à condition de le faire avec lucidité et cohésion entre tous. Mais pour ça, il faut d'abord se tourner vers soi-même, pour comprendre notre propre parcours, et pour comprendre le fonctionnement de notre propre activité de pensée. C'est en prenant conscience de notre vulnérabilité, de nos capacités et de ce que nous avons à apporter aux autres que nous pourrons trouver notre place dans la société. Je rappelle que Hegel insiste sur le fait que la conscience doit d'abord prendre conscience d'elle-même pour comprendre le monde. Ce qui découle de tout ça, c'est que rien ne changera tout seul, ni dans nos vies, ni à une échelle collective. Ça ne va pas s'arranger d'un coup de baguette magique. C'est à nous de comprendre ce qui s'est joué et ce qui se joue encore aujourd'hui, en nous et autour de nous. Et pour ça, il faut agir. Parce que c'est avant tout par l'action, par la praxis,
que la compréhension vient ensuite. Et donc, si on revient à la nouvelle de Dostoïevski, malgré le déclin de son paradis onirique, l'homme ridicule se lève avec la ferme conviction de prêcher l'amour et la fraternité, persuadé qu'il peut, à sa humble échelle, influer sur le cours de l'humanité. Et c'est peut-être ça la force de cette nouvelle. Montrer que même l'homme le plus ridicule peut, à sa manière, influer sur le cours de l'histoire. On voit donc que toutes ces réflexions psychanalytiques et philosophiques peuvent converger. Le rêve du narrateur ridicule est à la fois l'expression de son conflit inconscient, mais aussi un récit symbolique peuplé d'archétypes universels et une quête de sens qui redonne vie à son existence. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette présentation. Je me suis permis de me lancer dans une interprétation du rêve. N'hésitez pas à poster en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère en tout cas que cette présentation vous a donné envie de lire cette courte mais intense nouvelle. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une nouvelle vidéo.